Eh bien bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo dans le cadre des formations autour de la culture du tournesol. Alors, au travers de cette vidéo, on va surtout regarder ensemble l'intérêt de cette culture de tournesol à l'échelle des rotations et on va voir les intérêts agronomiques que peut représenter cette espèce. Alors, c'est une plante, finalement, comme on l'avait vu précédemment autour du colza, eh bien, qui offre un certain nombre d'avantages, un certain nombre de bénéfices à l'échelle de la rotation, en particulier les rotations qui sont aujourd'hui majoritairement à base de céréales, en permettant de réduire un petit peu la pression sanitaire, que ce soit concernant les maladies, on le voit ici avec l'exemple du piétin échaudage, mais aussi sur la gestion des maladies type fusariose par exemple, où le tournesol peut apporter un bénéfice, mais également sur la gestion de la flore adventice, notamment des graminées. Et on a pris ici l'exemple de la gestion du brome. Effectivement, on insère dans les rotations à base de céréales une culture qui a un cycle qui va être différent, un cycle décalé, qui va permettre de casser le cycle des adventices et donc derrière de limiter la pression que peuvent exercer ces flores sur les céréales notamment. Alors, l'introduction d'une tête de rotation, c'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment de créer une rupture du cycle du parasitisme. On vient de le voir avec le piétin échaudage, par exemple, avec notamment l'absence ou la faible disponibilité, ça va dépendre des situations, des traitements de semences qui peuvent être disponibles, qui, me semble-t-il, au Maroc ne le sont pas. Sur la gestion des fusarioses, on l'a vu aussi, mais également ça peut être le cas pour d'autres types de maladies foliaires qu'on peut retrouver en céréales. La gestion améliorée, on vient de vous l'illustrer sur les bromes notamment, d'autant plus que sur un certain nombre de céréales à paille, on ne dispose pas forcément de moyens de lutte efficaces pour gérer cette espèce du brome, notamment sur orge, où on va être assez limité quand même sur les solutions disponibles. Mais même sur le blé, où on peut avoir certaines solutions, comme le Pallas par exemple, mais on constate aussi avec ce type de solution le développement de résistance aux inhibiteurs d'ALS. On connaît ça assez bien aujourd'hui en France, on y est largement confronté, mais c'est aussi des choses qui se développent ou qui peuvent se développer sur les régions méditerranéennes et notamment sur le Maroc. Le fait de pouvoir introduire des cultures différentes, des espèces différentes, ça va nous permettre aussi de pouvoir alterner les substances actives, les molécules chimiques que l'on va utiliser sur la parcelle, et donc ça peut aussi nous permettre d'améliorer un peu la gestion d'un certain nombre d'espèces, comme par exemple la gestion des dicotes, qui sera facilitée quand on va être sur une culture de colza, mais aussi bien entendu de tournesol. Alors, naturellement, le fait de pouvoir insérer des têtes de rotation comme le tournesol ou le colza dans les parcelles, ça va, pour les raisons évoquées à l'instant, nous permettre de diminuer les pressions adventices qui vont s'exercer sur la parcelle, et donc, par le fait notamment de l'alternance des produits qu'on va utiliser, ça va nous permettre aussi derrière de réduire le coût du désherbage. C'est-à-dire que quand on va être sur un coût de désherbage de l'ordre de 150 dirhams à peu près sur ces espèces-là, lorsqu'on est sur des rotations à base de céréales très très majoritairement, on va plutôt être sur des coûts de désherbage de l'ordre de 650 dirhams, par exemple. C'est à relativiser bien sûr selon les contextes. Alors forcément, le fait de pouvoir limiter la pression, que ce soit des maladies ou diminuer la pression de la flore adventice, ça va nous permettre derrière d'optimiser, d'améliorer les rendements, les performances qu'on peut avoir sur les céréales.
Alors, je vous prends ici deux exemples observés en France. Alors, une situation en Eure-et-Loire avec des printemps plutôt humides généralement, donc c'est vrai favorable au développement des maladies, mais aussi assez favorable quand même à l'expression du potentiel des cultures. Et on regarde ici le rendement d'une céréale en fonction du précédent que l'on peut avoir. Alors ici, le rendement d'une céréale avec un précédent poids, par exemple, on est de l'ordre de 90 quintaux par hectare. Le rendement d'une céréale avec un précédent colza, où on va être grosso modo à 86-87 quintaux hectare. On voit ensuite que quand on est sur un précédent maïs ou jachère, on a des performances du blé qui sont un petit peu moins bonnes. Et là où on a les moins bons résultats, c'est sur les rendements du blé lorsque l'on est sur un précédent céréal. Néanmoins, on reste quand même ici sur des très bons rendements, puisqu'on est un peu supérieur à 80 quintaux par hectare. Mais on voit quand même l'intérêt de pouvoir assoler ce blé et de pouvoir introduire des têtes de rotation. Si je regarde maintenant sur un exemple plutôt sud-est, sud-est de la France, contexte méditerranéen, là on va regarder les performances d'un blé dur en rotation, c'est-à-dire ici en jaune, comparé aux performances d'une monoculture de blé dur. On a regardé ça sur plusieurs campagnes, entre 2000 et 2004, et on voit quand même systématiquement un effet toujours positif et en faveur du blé dur en rotation sur son rendement. Vous voyez, la première année, on avait un avantage à la rotation de l'ordre de 31% sur le rendement du blé dur, 36, 25 et 21% les années suivantes, c'est-à-dire que globalement, sur les 4 années où on a fait ces mesures-là, eh bien, les performances du blé dur en rotation étaient supérieures à celles de la monoculture de blé dur, de l'ordre de 27%. On offre donc un gain de marge de l'ordre de 14 quintaux par hectare lorsqu'on assole ce blé par rapport à la monoculture. Alors toujours sur le même principe, des résultats d'essais obtenus cette fois-ci au Maroc entre 2011 et 2012, où on compare un petit peu la même chose, c'est-à-dire le rendement du blé en fonction du précédent. Donc on a ici le cas de figure d'un blé assolé avec un tournesol comparé à un blé sur blé. Mais on voit là aussi un avantage de l'ordre de 12 quintaux, à peu près, un petit peu plus de 12 quintaux sur le blé, lorsque on est dans le cadre d'une rotation avec un tournesol par rapport à un blé de blé. Sur ce second exemple, bien finalement on retrouve un petit peu la même chose. Alors on est sur des rendements blé là qui sont nettement plus faibles, mais la tendance reste la même. C'est-à-dire que lorsque l'on est là sur 3 années de blé, on est sur des rendements légèrement inférieurs à 12 quintaux hectare. Dès lors que l'on intègre un tournesol dans la rotation, on réussit à avoir des rendements qui sont un petit peu supérieurs, où là on est dans un cas à 19 et dans l'autre à 18 quintaux par hectare. Alors le bénéfice observé, il se joue notamment sur le nombre de grains par épi et sur le poids de 1000 grains. On voit en revanche assez peu d'effets dans ces essais-là sur le nombre d'épis produits par mètre carré. Alors on peut expliquer ces écarts de rendement, notamment par un effet de l'azote à des moments clés, en particulier à la montaison, et une diminution de la pression des maladies, et on notera que le tournesol était conduit avec une fertilisation azotée pour un apport d'environ 40 unités. Alors le tournesol, c'est une tête de rotation, je le répète, parmi d'autres, mais c'est aussi une tête de rotation qui trouve sa place parmi les autres. Parmi ces autres possibilités, il y a bien entendu la jachère, qui, on le sait, a un avantage quand même considérable par rapport à la gestion de l'eau, mais cet avantage-là ne vaut qu'à condition d'avoir un travail optimal, ou en tout cas une gestion optimale de cette jachère. Dans le cas contraire, si on est sur des travaux du sol un petit peu trop profonds, où l'on aère le sol, eh bien on va avoir un effet, ou en tout cas un bénéfice qui va être très limité sur le stockage de l'eau, puisque finalement, en allant travailler un peu profond, on va contribuer à son évaporation.
Si on est sur un contrôle, là encore, assez aléatoire, on va dire, on peut aussi avoir un effet assez limité, assez médiocre finalement, concernant les repousses de mauvaises herbes. Si on est sur des destructions un petit peu tardives, par exemple, et que les mauvaises herbes ont le temps de monter à graines, auquel cas on va augmenter le stock grainier. On va entretenir la pression des maladies sur la parcelle, et donc au final on va perdre les avantages qu'on peut attendre d'une jachère lorsqu'elle est très bien conduite. Et puis avec la jachère, c'est aussi une année finalement où on ne va pas produire, donc c'est quelque part aussi un manque à gagner. Autre tête de rotation possible et qui trouve aussi son intérêt, avec des légumineuses, en particulier avec la févrole, mais où là aussi il faut être particulièrement vigilant quand on fait revenir cette espèce-là trop fréquemment sur les parcelles. On va développer aussi tout un cortège de bioagresseurs, notamment les orobanches, orobanche crenata en particulier, mais aussi des maladies aériennes comme ici par exemple le botrytis. Donc le fait de pouvoir alterner, on va dire, les légumineuses avec peut-être de la jachère aussi, bien sûr, et de temps en temps un tournesol ou bien un colza, ça va permettre d'éviter d'avoir des retours de ces têtes de rotation trop fréquents sur les parcelles et finalement de nuire à leur intérêt. Néanmoins, il faut aussi être bien d'accord sur le fait que lorsqu'on va introduire ces espèces, tournesol ou éventuellement colza, on ne peut pas s'attendre à avoir tout à fait les mêmes bénéfices agronomiques que ce que l'on pourrait avoir avec des légumineuses, ou en tout cas avec ou une jachère qui va être en capacité de relarguer un peu plus d'azote, comme on le voit ici. Donc jachère ou haute tête de rotation à base de légumineuses comme une févrole, puisqu'on voit bien sur cet exemple-là l'effet sur le blé suivant, quand on est sur une jachère où on estime des reliquats d'environ 40 unités au 1er janvier. De l'autre côté, on était sur un précédent colza, mais on peut faire un parallèle avec le tournesol, ce sera la même chose, où on va avoir un reliquat de l'ordre d'une vingtaine d'unités. Donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper et il faut pouvoir ensuite adapter la fertilisation en fonction du précédent que l'on avait. Donc certes, sur un tournesol ou un colza, on va devoir augmenter un petit peu les fertilisations derrière que si on est sur un précédent jachère, mais voyons aussi le fait que sur ces espèces-là, on est aussi sur des cultures de rente, donc qui nous auront permis de produire une année, contrairement à une jachère par exemple. Même effet ici que l'on voit entre un précédent colza ou éventuellement ça pourrait être un tournesol, on verra à peu près la même chose sur la gauche, comparé à un précédent jachère, donc jachère cultivée, bien conduite, où là on a eu des reliquats d'azote beaucoup plus importants. Ça se traduit ici par de l'averse sur le blé suivant. Donc on voit bien qu'on a quand même des écarts en termes de reliquats. Ces reliquats, ils sont importants à prendre en compte. Alors on voit que, bien sûr, si on compare le tournesol ou le colza à une jachère ou à une févrole, forcément on va être un petit peu en retrait. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est si on le compare à un blé. Donc si on compare une monoculture de blé, admettons, à un blé assolé avec un tournesol. Je vous propose de regarder cet exemple-là qui illustre bien ça, donc l'impact du précédent sur la fertilisation azotée du blé. Alors on est ici dans le cas de figure où l'on souhaite produire un blé à 40 quintaux hectares, admettons, objectif de rendement 40 quintaux hectares. Si l'année précédente, c'est-à-dire si je suis sur un précédent blé, ou l'année dernière j'avais le même objectif, mais voilà des conditions qui étaient un petit peu qui étaient limitantes quand même, et donc j'ai fait un rendement uniquement de 30 quintaux par hectare. Et comme on a vu assez rapidement de toute façon que ce ne serait pas une année exceptionnelle, on a limité la fertilisation à 50 unités sur ce blé précédent. On va avoir un reliquat qui ne va pas être extraordinaire, et donc pour obtenir mon objectif de 40 quintaux cette année sur mon blé, je vais être obligé d'apporter environ 105 unités d'azote. A l'inverse, si l'an passé j'ai fait un tournesol, qui a fait un rendement de l'ordre de 15 unités, admettons, pour un apport d'une fertilisation de 30 unités, je vais avoir un petit peu de reliquat d'azote au mois de janvier,
Et pour atteindre mon objectif de rendement cette année en blé de 40 quintaux, je ne vais plus apporter 105 unités comme ce serait le cas avec un précédent blé, mais 90 unités. Donc c'est-à-dire que j'apporte 15 unités de moins sur mon blé quand je suis en précédent tournesol qu'un précédent blé, dans cet exemple-là, pour un même objectif de rendement. Cela dit, si l'année dernière j'avais fait 15 quintaux en tournesol, mais que je n'avais pas fait d'apport azoté, j'avais fait une impasse, forcément, au mois de janvier, je ne vais pas avoir de reliquat sur mon tournesol, enfin sur mon blé, pardon, et donc je vais être obligé de compléter et de renforcer ma fertilisation azotée sur mon blé pour pouvoir atteindre mes 40 quintaux hectares, et cette fois-ci, ce ne sont plus 90 unités, mais 120 unités que je vais devoir apporter. Donc vous voyez, ça veut dire que l'impasse que j'ai fait sur mon tournesol, eh bien, je vais être obligé de la rattraper, de la compenser sur mon blé suivant, sinon je vais avoir vraiment un impact fort sur le rendement de mon blé. Donc finalement, on voit bien que on a plutôt un intérêt quand même des bénéfices avec le tournesol par rapport à un précédent blé, à condition d'avoir fertilisé correctement son tournesol. Alors, si je résume un petit peu ça, ça veut dire que lorsque le précédent tournesol est comparé à la monoculture de blé, l'effet est systématiquement bénéfique. Que ce soit sur les reliquats azotés, on va être systématiquement meilleur, on va avoir une meilleure implantation du blé qui va suivre et donc une meilleure exploration racinaire, parce qu'avec le tournesol, on le verra un peu plus tard, mais on est sur des enracinements avec des pivots, donc qui nécessitent aussi une structure de sol adaptée, et les pivots vont aussi permettre d'entretenir un petit peu cette structure-là. Donc ça va être très favorable derrière pour le blé qui va suivre. Et puis, ça peut avoir une action derrière sur le nombre de tales, donc sur le nombre d'épis au mètre carré, et aussi sur les autres composantes de rendement, on l'a vu tout à l'heure, en particulier sur le poids de 1000 grains. Alors même si sur l'exemple du Maroc que je vous ai montré, on n'avait pas vu d'effet sur le nombre d'épis, c'est quand même quelque chose qu'on peut attendre, qu'on peut espérer dans d'autres situations, même si ce n'était pas le cas sur ces deux essais-là. Et encore une fois, si la fertilisation sur les oléagineux est raisonnée, c'est-à-dire si on fait les apports dont les plantes ont besoin, eh bien, ces espèces-là, on ne peut pas les considérer comme étant épuisantes sur les sols, et donc pénalisantes pour le blé qui va vivre. Donc ça, c'est vraiment une fausse idée qu'il faut combattre, je pense. Cette idée que le tournesol ou le colza pourrait épuiser les sols, notamment sur la réserve en eau ou sur les réserves en azote. Alors pourtant, c'est des choses que l'on peut observer, mais en général, on observe ça quand on est sur des conduites du tournesol qui ne sont pas optimales. Donc bien entendu, si je suis sur un semis trop tardif, et on reviendra dans des vidéos un petit peu plus tard sur les dates de semis, mais si j'implante mon tournesol trop tard, ou si je fais un travail du sol profond juste avant mon implantation, bien entendu, je vais impacter la consommation de la réserve hydrique du sol. Je vais avoir tendance à l'épuiser. Donc il faut être vigilant sur nos dates d'implantation pour éviter ce phénomène-là. De la même manière que si je n'ai pas une fertilisation raisonnée sur mon tournesol, si je le sous-fertilise, eh bien forcément, mon tournesol a quand même ses besoins en azote, donc il va avoir tendance à aller épuiser le sol en azote. Donc très important de pouvoir faire les apports raisonnés, les apports nécessaires en azote à la plante pour que non seulement elle ne pénalise pas la céréale qui va suivre, mais qu'au contraire ce soit un très très bon précédent pour cette espèce suivante. Et puis précisons aussi quand même, c'est toujours bon à rappeler que le tournesol c'est une espèce mellifère et donc aussi très favorable à l'entretien et au maintien des espèces d'insectes pollinisateurs. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on abordera plutôt les aspects implantation du tournesol.